Salam alaikum, bonjour chers élèves et bienvenue dans cette vidéo. On va essayer dans cette séance de faire un exercice de raisonnement scientifique pour la dernière unité, les phénomènes géologiques accompagnant la formation des chaînes de montagnes et leur relation avec la tectonique des plaques. Donc c'est une vidéo qui est dédiée aux élèves toujours de la deuxième année sciences physiques et SVT option internationale. Donc, j'ai choisi comme examen national de la session de rattrapage 2016. C'est un exercice de géologie. On va essayer de comprendre et de faire une correction de questions de cet exercice en utilisant bien sûr nos cours et les documents. Donc, je vais vous lire d'abord l'énoncé de cet exercice. Donc, pour étudier certains phénomènes géologiques accompagnant la formation des chaînes de montagnes, on propose l'exploitation des données suivantes. La figure A du document 1 représente une carte géologique d'une région de la chaîne alpine franco-italienne. La figure B du même document montre une coupe géologique de la même région représentée dans la figure A. Donc, vous avez une carte et une coupe géologique. La première question, c'est relever du document 1 les indices de la disparition d'un ancien océan et de l'affrontement de la plaque africaine avec la plaque européenne. Donc la question elle est très précise, vous devriez bien répondre aux questions demandées. Donc, à partir du document 1, c'est-à-dire on va utiliser seulement le document 1, on ne va pas utiliser nos connaissances, on ne va pas utiliser le cours. Donc, les indices de la disparition d'un océan, c'est-à-dire il y avait un océan, un ancien océan qui s'est fermé ou bien disparu. On va voir les indices dans les deux figures. Deuxièmement, il y a affrontement entre deux plaques, qui sont la plaque européenne et la plaque africaine. On va voir est-ce qu'il y a des indices qui montrent ce affrontement. Donc, passons à la figure A du document 1. Donc, cette figure présente tout simplement une carte où il y a la formation de la chaîne alpine entre la marge européenne et la marge africaine. Je dois bien lire le document, lire la figure. Donc, vous avez ici la région de la marge européenne et à droite, c'est la marge africaine. Vous avez une légende avec des chevauchements et une sciure ophiolitique. Donc, qu'est-ce que je dois déterminer à partir de la figure A? Donc, premièrement, vous avez les deux marges, les deux plaques continentales, européennes et africaines. Ce sont deux plaques continentales, ça veut dire qu'elles sont affrontées. Donc, l'affrontement, c'est normalement un contact entre les deux plaques continentales. Entre les deux, on voit aussi qu'il y a des chevauchement. Un chevauchement, on l'a étudié, les chevauchements dans les déformations tectoniques. Donc, ça indique toujours qu'il y avait des forces de rapprochement, bien des forces de compression. Vous avez autre figure que c'est la sciure ophiolitique. La sciure ophiolitique, quand on dit ophiolite, donc directement, c'est une partie de la plaque océanique qui se trouve sur le continent. Donc, ça indique toujours qu'il y avait une disparition d'un océan. Ça, c'est pour la figure A, donc ce sont les indices qu'on peut tirer. Passons à la figure B, donc c'est la coupe géologique de la même région. Dans cette coupe, il y a quoi? Donc on voit plusieurs terrains, plusieurs roches, à savoir des terrains sédimentaires, de l'ophiolite, des roches cristallisées. Ça, c'est l'unité européenne. Et vous avez du manteau et l'unité alpine. Donc, ce que je vois dans cette coupe, d'abord, ce sont les déformations. Vous avez plusieurs déformations et vous avez ici le sens de déplacement. Donc, vous avez des flèches qui indiquent des failles, par exemple, et des chevauchements. Donc, vous avez plusieurs failles, plusieurs chevauchements. Ça indique qu'il y avait un affrontement. Donc, il y avait bien sûr un contact, une collision entre deux plaques. Il y a le terme ophiolite toujours dans l'unité européenne. Ophiolite, c'est un indice d'une disparition d'un océan. On le trouve ici. Donc, vous voyez ici l'ophiolite en noir, là aussi. Donc, l'ophiolite se trouve toujours entre les deux plaques continentales. Ça veut dire qu'il forme la sciure entre les deux plaques. C'est un indice d'une
disparition d'un ancien océan. Donc, pour répondre à la question, à partir du document seulement, on peut dire donc les indices de la disparition d'un océan et l'affrontement des deux plaques continentales. Premièrement, c'est la présence d'ophiolite ou bien de la sciure ophiolitique entre les deux marges africaines et européennes. Donc, l'ophiolite, c'est un indice de la disparition de l'océan. La présence de déformations. Donc, vous pouvez avoir des déformations écrites dans la légende, comme par exemple les chevauchements, mais vous pouvez avoir des figures qui représentent des déformations, mais qui ne sont pas écrites. Par exemple, les failles et les plis. Donc, on voit qu'il y a des plissements dans le document 1, figure B. Donc, ces plissements et ces failles ne sont pas indiqués dans la légende, mais je connais moi donc qu'il y a des déformations dans cette coupe géologique. Donc, j'écris qu'il y a des plis, des failles. Donc, je peux ajouter que ce sont des failles inverses aussi. Donc, les failles inverses, elles sont dues à des forces de compression. Par contre, les failles normales sont dues à des forces extensives. Donc, vous pouvez ajouter des failles inverses et bien sûr des chevauchements. Il y a un troisième indice, donc c'est l'affrontement, c'est la collision entre la marge continentale africaine et la marge continentale européenne, bien sûr représentée dans la figure A. Donc, on a répondu à la première question. Passons maintenant à la deuxième partie de l'exercice. Donc, je lis toujours l'énoncé. Donc, au voisinage des roches ophiolitiques de la région alpine étudiée, on constate l'affleurement d'autres roches de type métamorphique. Maintenant, on va passer à l'étude des roches métamorphiques, telles que le métagabbro, l'éclogite et le schiste. Pour déterminer l'origine et les conditions de formation de ces roches métamorphiques, une étude minéralogique a été réalisée sur 5 échantillons. Donc, de E1 à E5 de roches appartenant à la région étudiée. Le tableau de document 2 résume les résultats obtenus. D'accord. Donc, question 2. Vous voyez, donc, comparer donc, ce verbe-là, il est en gras, ça veut dire que vous devriez faire attention au verbe ici de la question. Donc, comparer la composition minéralogique de l'échantillon E1 et l'échantillon E2 pour A, B, l'échantillon E3 et l'échantillon E4, et C, l'échantillon E4 et l'échantillon E5. Donc, parfois, des élèves font des erreurs. Donc, il y a une comparaison. On doit faire la comparaison entre les échantillons, mais on ne fait pas une explication. On explique. Donc, si vous expliquez le passage de E1 à E2, donc, ce n'est pas ça ce qui demande cette question. Donc, on va seulement faire une comparaison en utilisant le document 2. D'accord. Pour le document 2, je vais commencer par les deux échantillons 1 et 2. Donc, pour les deux échantillons 1 et 2, je vois clairement qu'il y a plusieurs minéraux. Donc, il y a des noms des minéraux, il y a des plus et des moins. Les plus, ça veut dire c'est l'existence et la présence du minéral, et le moins, ça veut dire c'est son absence. Donc, si je prends le E1, donc il contient 3 minéraux, donc c'est le pyroxène, le plagioclase et l'hornblende. Donc, pour le E2, il contient aussi 3 minéraux, le pyroxène, plagioclase et l'épidote. Pour les autres, ils ne sont pas présentes. D'accord. Comment je fais la comparaison entre ces deux échantillons? Donc, je peux dire que les deux échantillons contiennent à la fois le pyroxène et le plagioclase. Ça veut dire qu'il y a des points communs entre les deux échantillons. C'est le pyroxène et le plagioclase. Mais il y a des différences. C'est quoi la différence? Par exemple, pour le E2, il contient l'épidote, mais cet épidote, il est absent chez le E1. D'accord? Par contre, il y a un autre minéral présent dans l'échantillon E1, mais absent dans E2. C'est l'hornblende. Donc, l'épidote, elle ne se trouve pas. Donc, il y a présence d'épidote dans O2 et l'hornblende, bien sûr, n'existe pas chez l'échantillon O2. Donc, comme ça, j'ai fait une comparaison entre les deux échantillons. D'accord? Passons à la deuxième. Donc, vous essayez maintenant de faire la comparaison, c'est simple. Donc, comparaison entre maintenant O3 et E4. Donc, de la même manière,
Donc E3 et E4 contiennent les deux minéraux qui sont le plagioclase et le glucophane. Mais il y a une différence. Par exemple, le E4 ne contient pas le pyroxène et l'épidote, mais ils sont présents dans l'échantillon E3. Mais par contre, E4, donc il renferme le grenat et la jadéite qui n'existent pas dans l'échantillon E3. Et comme ça, j'ai fait une comparaison. Donc, il ne suffit pas de donner par exemple la composition de chaque échantillon sans comparer entre les deux échantillons. Troisièmement, entre E4 et E5, vous voyez qu'il y a un minéral qui est commun entre les deux, c'est le plagioclase. Par contre, le E5 contient l'épidote et l'hornblende. Par contre, il n'existe pas dans E4, mais il est dépourvu, il y a absence de glucophane et du grenat et de la jadéite dans l'échantillon E5. D'accord? Ça, c'est pour une comparaison de la composition minéralogique des échantillons. Passons maintenant à la troisième question. D'accord, je lis toujours l'énoncé. Les géologues ont remarqué la présence d'une grande ressemblance entre la composition chimique du gabbro et des échantillons rocheux étudiés. Donc ici, ils ont donné un indice de ce que le gabbro et les échantillons étudiés ont la même composition chimique. On a déjà parlé de ça dans le cours. Donc, si deux roches ont la même composition chimique, ça veut dire qu'ils ont la même origine. D'accord? Ça, c'est entre parenthèses. Donc, pour le document 3 traduit le trajet d'évolution du gabbro et l'emplacement de ces échantillons, donc de E1 jusqu'à E5 sur le même trajet. D'accord? La question. Donc, 3A, déterminer, donc elle est en gras, vous voyez la question, déterminer les conditions de pression et de température régnantes lors de la formation du gabbro et E3 et E4. Ça, c'est la première partie de la question. Puis déduisez, c'est la deuxième partie, le type du métamorphisme responsable de la formation des deux échantillons E3 et E4. Donc, on va subdiviser la question en deux parties. Donc, d'abord, les conditions de la température et de la pression de formation du gabbro. Donc, voici le gabbro, bien sûr, et les deux échantillons E3 et E4. Donc, comment on détermine ces conditions? Tout simplement, vous avez ici un graphe qui représente la pression en kilobars et la température en degrés Celsius. Donc, on fait la projection tout simplement pour répondre à la question 3A. Par exemple, pour le gabbro, donc vous avez un point ici du gabbro. Je peux faire une projection sur l'axe de la température et je peux écrire tout simplement la valeur, bien sûr, à partir du graphe sur un tableau. Par exemple, le gabbro, je peux déterminer la température comme ça. Donc, je vais faire la projection. Donc, vous voyez la projection, c'est à peu près 980 degrés Celsius. D'accord? Pour la pression, elle est là, donc c'est 3 kilobars par exemple. La même chose, donc je vais passer à E3. E3, vous avez une température à peu près, c'est 300 degrés Celsius et une pression allant de 9 kilobars par exemple. Pour le troisième échantillon, E4, donc une température, elle est à peu près 670 degrés Celsius et pour la pression, c'est à peu près 11 ou bien 11,2 kilobars. Bien sûr, dans ce type de questions, vous devriez donner des valeurs qui sont proches, donc qui sont approximatives, ne sont pas exactes, mais sont proches de la valeur correcte. D'accord? Ça, c'est pour le petit a. On passe maintenant à une conclusion. Donc, la question, c'était déterminer le type du métamorphisme ou bien les types de métamorphisme pour les deux échantillons E3 et E4. Donc, la question, c'était les types donc, de métamorphisme. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs. D'accord? Donc, pour E3, je vois que la température ici, donc, elle est
faible par rapport à E4, par rapport au gabbro, mais la pression est élevée. Pour le E4, donc pression plus élevée, davantage, et une température plus élevée que E3. Donc c'est quoi le phénomène responsable de la formation de l'échantillon E3? Donc je peux déterminer le type de métamorphisme. Donc pour E3, on peut parler d'un métamorphisme dynamique. Donc dynamique, c'est-à-dire elle est caractérisée par une pression élevée, mais la température est faible. Bien sûr, c'est relatif toujours. Pour l'échantillon E4, vous avez une augmentation de la température et de la pression. Donc on peut parler ici d'un métamorphisme thermodynamique. Ça veut dire qu'il est caractérisé par une pression et une température qui sont élevées. D'accord. Revenons maintenant à la question. Donc, pour B, la question B, c'est en se basant sur les données précédentes et vos connaissances, déterminer les deux phénomènes géologiques responsables de la formation de chacune de ces deux échantillons, E3 et E4. Donc, la question elle est très précise, donc vous devriez répondre précisément. Donc, d'abord, vous allez vous baser sur les données précédentes. On a déterminé les conditions de formation de chaque échantillon, E3 et E4. Vous allez utiliser les connaissances, ça veut dire le cours. On connaît le métamorphisme dynamique, le métamorphisme thermodynamique. On connaît maintenant les zones où se trouvent ces deux phénomènes. Et vous déterminez deux phénomènes géologiques responsables de la formation de ces deux échantillons. D'accord? Donc, pour l'échantillon E3, on a dit que le métamorphisme qui caractérise cet échantillon, c'est le métamorphisme dynamique. Donc, je reviens au cours. Pour le métamorphisme dynamique, et c'est un caractéristique de la zone de subduction. Et donc, pour E3, le phénomène géologique, c'est la subduction. Directement, un métamorphisme dynamique indique qu'il y a une subduction. D'accord? Vous pouvez ajouter, bien sûr, qu'il y a enfouissement. Vous voyez ici la flèche. Donc, on passe du gabbro E1, E2 vers E3. Ça veut dire qu'il y a un enfouissement du gabbro vers la profondeur, mais avec une diminution de la température et augmentation de la pression. C'est le métamorphisme dynamique. Pour le E4, un métamorphisme thermodynamique, ça montre toujours le phénomène de la collision. Dans la région de la collision, donc les deux plaques continentales qui s'affrontent, donc va donner tout simplement une augmentation de la température et de la pression dans la racine crustale, ce qui va donner la formation de l'échantillon E4. Donc j'ai déterminé maintenant les phénomènes géologiques à l'origine de la formation de ces deux échantillons E3 et E4. D'accord. Dans la même question, à partir de vos connaissances à partir de vos réponses précédentes, déterminer les étapes de la formation de la chaîne alpine franco-italienne. Donc, c'est une question que vous pouvez le trouver souvent dans les exercices de la géologie. Donc, quand on a étudié une région donnée, à la fin, on doit donner la succession des étapes qui a donné cette chaîne de montagnes. Donc, c'est une question où on va utiliser les réponses précédentes. Donc, je fais un petit rappel de ce qu'on a vu. Donc, à partir du premier document, on a déterminé les caractéristiques ou bien les indices d'un affrontement entre les deux plaques continentales et aussi de la disparition d'un océan. Pour la deuxième figure, le deuxième document, on a vu qu'en passant par des échantillons de roches, il y a changement des minéraux, ça veut dire il y a changement de la composition minéralogique sans changement de la composition chimique de ces échantillons. Et pour le troisième document, on a vu qu'il y a deux phénomènes responsables de la formation de l'échantillon E3 et E4 qui sont la subduction et la collision. Donc je vais faire un résumé pour cette chaîne franco-italienne. Donc, je peux commencer tout d'abord par l'existence d'un océan qui sépare les deux continents. Ça veut dire le continent africain et le continent européen. D'accord. Donc, pour les étapes, d'abord, il y a un déplacement du continent africain vers le continent européen.
et l'océan ou bien l'ancien océan qui existait entre les deux plaques va subir une subduction, un enfouissement. D'accord? Donc c'est la subduction de la lithosphère océanique sur la lithosphère continentale, toujours sous l'effet de forces compressives. On a parlé d'un métamorphisme dynamique. Donc le métamorphisme dynamique, c'est un des caractéristiques de la subduction. Je dois l'ajouter, donc puisque la question c'est à partir de vos réponses précédentes. Donc, on a vu E3, elle est formée par un métamorphisme dynamique, donc je vais l'ajouter. L'enfouissement du gabbro, c'est tout simplement la roche qui constitue la croûte océanique, va s'enfouir et se transforme en E3. C'est un métamorphisme dynamique, haute pression et basse température, caractéristique de la zone de subduction. Donc, après la subduction, donc, il y a un arrêt. Donc, l'arrêt de la subduction avec fermeture totale de l'océan. La fermeture de l'océan, ça veut dire que la plaque océanique est totalement subduite, bien sûr, avec formation de l'ophiolite. Ici, il y a un indice de l'obduction. Dans les documents, on voit l'ophiolite ou bien la sciure ophiolitique. Toujours l'ophiolite fait référence à une obduction, ça veut dire un chevauchement de la plaque océanique sur la plaque continentale. D'accord? Dernière étape, donc après l'obduction, c'est la collision où on a un affrontement entre les deux marges continentales, européennes et africaines. Donc cette collision va bien sûr provoquer des déformations tectoniques. Donc, on a vu dans la première question qu'il y a des déformations tectoniques comme les plis, les failles et les chevauchements. On peut ajouter ici qu'il y a un autre métamorphisme. Donc la collision est à l'origine d'un deuxième métamorphisme thermodynamique qui se trouve dans la racine crustale, donc où il y a augmentation de la température et de la pression. D'accord, donc l'échantillon E3 va subir un métamorphisme. Donc vous voyez que E3, donc bien sûr, se transforme en O4. Donc on parle d'un métamorphisme régional ou bien thermodynamique caractéristique de la zone de collision. Donc merci pour votre attention et bon courage.